Donc moi c'est Johan, j'ai 50 ans, je suis agriculteur depuis l'âge de 19 ans. J'ai dû me battre contre mes professeurs et mes parents à l'époque pour arrêter. J'ai fait mes A2 en agronomie, j'ai pas voulu continuer à l'époque, je voulais directement me lancer dans la vie professionnelle. Et là, papa m'avait donné l'occasion de racheter 40% de la ferme. Et donc j'ai travaillé 20 ans en ayant 40% au départ, papa 40, maman 20. Donc on a travaillé à 3 unités travailleurs sur la ferme pendant 20 ans. À la base, c'est une ferme qui était très petite. Mon grand-père, il y a 60 ans, avait 6 hectares, dont 1 hectare en propriété. Donc il n'y a aucun héritage digne vraiment de ce nom. Mais on a toujours évolué, on a toujours réinvesti, repris des terres, beaucoup de petites exploitations qui arrêtaient pour essayer de grandir et de savoir vivre. À un moment, ils ont vécu à 2 couples, et puis nous, à 1 couple et demi, je vais dire. Et à terme, moi, quand je suis arrivé sur la ferme, on avait une centaine d'hectares. Et depuis une quinzaine d'années, on était arrivé à 200 hectares. Avec une évolution constante dans les productions. Et après ici, dans toute l'évolution, j'ai fait le choix, de par mon couple où mon épouse travaille à l'extérieur, d'un souci économique, c'est ce qui se discute à côté et tout, de ne pas prendre de salariés, donc de faire évoluer mes techniques et choisir un peu les spéculations. Et maintenant, je fais tout seul. Sauf une petite main-d'œuvre extérieure occasionnelle dans les pics de récolte de travaux. Je suis très bien équipé en matériel, comme Simon l'a dit, ce qui me permet de faire cela seul. Et donc voilà, socialement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il y a le côté économique et rassurant, entre guillemets, de pouvoir faire tout ça seul. Pour venir, donc ça c'est la présentation un peu de la ferme, pour venir un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, faire évoluer son exploitation en agriculture de conservation, agriculture écologique, entre guillemets. Pour moi, ça a été un travail très lent, parce que j'ai commencé tôt. Donc c'est-à-dire que je suis sorti de l'école en 92, et en 1993, on a commencé à faire les premières cultures sans labour. Mais bon, à cette époque, il n'y avait pas Greenotech, il n'y avait pas Terre Vivante, il n'y avait rien autour. C'est juste en quelques Français qui s'essayaient un peu au non-labour, en regardant un petit peu sur les zones continents, sous les tropiques, en Amérique du Sud et tout, où là, ils étaient déjà bien avancés. En se documentant, on se dit, tiens, c'est éventuellement faisable sur certaines cultures et tout. Donc ça, c'était en 92-93. Ça a commencé juste comme ça, en essayant le non-labour, pour respecter plus le sol, pour essayer d'avoir moins d'érosion. J'ai des terres d'un type de bon limon, mais assez battant. Et malgré qu'on avait une structure à l'époque d'une petite centaine d'hectares avec 150 bovins, laitiers viandeux, donc des apports de matière organique et tout, on avait de l'érosion. On apportait de la chaux, on apportait des matières organiques et on avait des taux d'humus qui diminuaient. On stagnait à même pas 1% d'humus et là, on commence à se poser des questions alors qu'on fait tout pour. On tournait vraiment bien. C'est tous ces éléments qui font qu'on se pose des questions. Et j'avais la chance d'avoir papa qui voulait suivre, qui n'était pas de l'ancienne génération, même s'il avait l'âge qu'il avait. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à diminuer le labour, à le supprimer sur une partie de la rotation, pour arriver très rapidement en 1998. Depuis 1998, plus aucun champ n'a été labouré. Donc là, on est quand même maintenant sur 25-26 ans de non-labour total sur l'entièreté des surfaces. À savoir que dans la rotation, il y avait beaucoup de cultures industrielles. Donc souvent on dit non-labour, c'est pour les céréaliers. Ben non, je faisais de la chicorée, de la betterave, des légumes industriels, de la pomme de terre. Il y avait tout sur la ferme. Je dis il y avait parce qu'après, les rotations ont constamment évolué, pas nécessairement dû au système culturel de travail du sol ou quoi, mais aussi par souci d'indépendance. Pour moi, le grand avantage de notre métier, c'est d'être indépendant.
c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut, de commercialiser comme on veut, avec qui on veut. Et ça, il faut essayer de le garder. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai toujours essayé de me détacher de l'industrie. Même si à un moment, on y était attaché, mais il y avait encore... Jusqu'il y a 10 ans d'ici, il y avait encore une relation de confiance. On est dans un métier où on fait un commerce par téléphone. Je vais vous vendre 10 camions de pommes de terre, ça va à tel prix. Au-dessus de les prendre en 3 semaines, on ne fait pas de documents. Il y a une relation de confiance. À l'heure actuelle, c'est presque fini. On vous oblige à faire des contrats. Les contrats, si vous montrez les contrats qui sont faits entre l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs, si vous les montrez à un avocat, il va vous dire bah, il est à sens unique le contrat. Et c'est comme ça, ici, en plein Covid, que j'ai arrêté la spéculation de pommes de terre, culture que j'adore. J'en faisais sur des terres extérieures que je louais, je faisais 60 hectares de pommes de terre, j'ai tout arrêté. J'avais tout le matériel, les hauts de stockage et tout, parce que le système commercial ne me plaît plus. En même temps, bon, au niveau agronomique, c'est pas la meilleure culture, mais quand même, il n'y a pas que ça, il y a l'aspect économique. Et ça, il faut essayer de se réapproprier notre métier d'indépendant, de semer ce que l'on veut, quand on veut, de le récolter quand on veut et de le vendre à qui on veut. Par exemple, dans l'industrie, des légumes surgelés, il y a des cultures intéressantes pour la rotation, tout ce qui est légumineuse. Mais on vous dit, vous devez semer à telle date, telle variété, avec telle entreprise, même si vous avez le matériel chez vous, vous ne pouvez pas. Et au moment de la récolte, on vous dit, ben, on va venir le faire à telle date. Et là, on va abîmer la structure de vos champs parce qu'il fait humide. Vous en avez pour 2 ans pour refaire la structure, et ça, c'est une aberration totale. Pour moi, toutes ces cultures sont devenues un peu comme certains modèles en Flandre, soit en production laitière, même en Hollande, ça se passe pas mal, mais surtout dans l'engraissement de porc ou de poulet, où c'est de l'intégration. Donc l'agriculteur, il investit, il fait un grand bâtiment pour les pommes de terre qui coûte 2 millions d'euros, il achète une grosse arracheuse, et puis c'est l'usine qui lui dit tu dois mettre autant d'hectares et tout, et il va continuer à mettre ses hectares, même si l'usine va diminuer le prix, il va continuer parce que de toute façon, il a les investissements d'hier, il est obligé. Moi, j'ai pu me permettre d'arrêter la spéculation de pommes de terre parce que j'avais l'âge que j'ai, les investissements étaient en partie digérés, le reste en fonds propres, donc alors on a le choix d'arrêter. Certains n'ont pas le choix, beaucoup n'ont pas le choix. Donc voilà, ça c'est la parenthèse sur la rotation qui maintenant, à terme, est arrivée où j'ai plus de céréales. Donc blé, orge, il y avait de l'épaule, mais occasionnellement il n'y en a plus. J'ai introduit le colza il y a 10 ans dans la rotation. Parce que par rapport justement aux betteraves et aux légumes industriels, ben là c'est une culture libre qui est très bonne pour agronomiquement. Et j'ai arrêté la betterave sucrière en même temps que les pommes de terre pendant le Covid, là, il y a 4 ans. Et j'ai remplacé par du maïs grain, qui lui est libre de commercialisation aussi, qui apporte du carbone au sol, vu l'enfouissement, vu la restitution de la plante complète. J'ai encore un peu de pommes de terre, parce que je laisse des voisins mettre des pommes de terre sur mes champs. Ça, c'est purement économique. Parce que quand on vous donne belle somme d'argent annuelle à l'hectare sans rien faire, même si ça détruit un peu la structure, ce sont des gens qui savent comment je travaille, donc la charrue est interdite, ils doivent venir récolter quand il fait bon et tout, mais niveau économique, c'est super bien. Donc voilà, un peu sur la rotation. Et sinon, mon idée surtout, c'est de faire comprendre que c'est un terme qui est à la mode depuis seulement 2-3 ans, hein, agriculture, agroécologie. Je ne suis pas contre le bio, pas du tout, mais je suis assez réaliste et on ne sait pas faire du bio partout. En élevage, en maraîchage, ce sera beaucoup plus facile ou évident. En grande culture, beaucoup moins facile, surtout si on veut rester cohérent dans la pratique générale. C'est-à-dire que je connais y a des gens qui font des légumes en grande culture pour les industries de surgélation en bio. Ils ont l'agréation bio. Mais ils font 5 binages annuels. Donc qui dit binage dit consommation d'énergie fossile, des heures de tracteur, de main-d'œuvre. Au niveau du carbone du sol,
retravailler le sol à chaque fois que vous perdez. Donc là, il y a un peu une incohérence. Si on fait le bilan CO2 de leur ferme par rapport à une comme moi, bon, moi j'utilise encore des produits chimiques, mais allez, il faut rester entre deux. Et donc pour moi, le bio n'aura bien sûr pas sa place partout. Il y aura toujours une partie. Mais je pense que le bio sur 100 ou 200 hectares, effectivement, ça n'a pas de sens. Mais c'est possible. Alors justement, en faisant des pratiques pareilles, après il y a le côté économique. On le voit bien ici sur les marchés. Le prix des produits bio, ben, c'est pas évident de les commercialiser. Si derrière vous faites du blé bio et qui n'est pas rémunéré, ça ne va pas aller non plus, la viabilité. Et il y aura toujours aussi une tranche de la population qui ne sera pas prête à débourser un peu plus pour consommer du bio, malheureusement. Ça c'est l'éducation qui est à refaire, je pense, à la base, mais même, on n'y arrivera pas. Ils vont avoir un iPhone à 1000 €, mais ils ne vont pas donner 2-3 € de plus pour se nourrir. Ça, c'est comme ça. On ne va pas changer le monde. Après, il y a le climat qui change. Et mine de rien, certaines années, c'est pas évident du tout de faire du bio. Si vous faire du désherbage mécanique cette année, vous pouvez y aller. Au niveau maladie, même chose. En parlant, petite parenthèse sur le changement climatique, mes rotations, je les adapte aussi avec le changement climatique. Mine de rien, la pomme de terre, les 3 années de sécheresse, 2018, 19, 20, pas évident du tout. Ici, ils sont tombés dans l'inverse, ils vont avoir des kilos, mais par contre, au niveau traitement, c'est l'horreur. Donc il y a un peu ça aussi, quoi. Donc voilà, et ce que je voulais surtout dire, c'est que il ne faut pas s'arrêter qu'à une pratique, à dire ah, je ne vais plus labourer, je vais faire des couverts, je vais faire du TCS, voire arriver à faire du semi-direct. Je suis en agriculture agroécologique, pour moi, non. J'ai été voir des exploitations en France, ils sont comme ça en France. En fait, ils ont une grosse exploitation, ils vendent leurs charrues, leurs combinés de semis, ils achètent un smart de semi-direct comme j'ai, on le verra tout à l'heure. Je passe en agriculture de conservation. Je fais des couverts, j'ai un smart de semi-direct. Non, moi j'ai une exploitation, comme je disais au départ, qui est très petite, donc après ça s'est morcelé, on a un cadastre hyper morcelé. Donc je perds beaucoup de temps sur la route, même si on a fait des échanges de culture et tout. Et j'essaye de mettre un système autour de ça, même si c'est morcelé. C'est-à-dire que bon, j'ai planté pas mal de haies, j'ai une petite prairie où j'ai planté un verger. Parce que j'aimerais bien faire de l'agroforesterie, malheureusement, au niveau du foncier, si on n'est pas propriétaire de grandes parcelles. Moi, quand j'ai une grande parcelle, j'ai un morceau de propriété, le reste, il y a 3 autres propriétaires, c'est pas évident. Mais tout ça pour essayer de créer un milieu plus favorable, et franchement, ça marche. Ça fonctionne. Et alors, toutes sortes d'autres pratiques autour. C'est-à-dire que, sur la fin, on va discuter du niveau où je suis maintenant, sur la ferme. Mais entre-temps, il y a toutes sortes de choses à voir. Il y a 15 ans, j'ai suivi une formation sur les traitements bas volume, donc en phyto. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Donc en fait, la société Agri-Conseil en France, qui est la seule à proposer ça, avec Vincent Franquet, qui est vraiment un spécialiste des traitements phytosanitaires, l'idée de base, c'est de traiter moins, ou faire autant de passages, mais avec moins de produits, avec une efficacité toujours aussi bonne, voire même meilleure. Et là, c'était quand même une fameuse découverte et un pas en avant. C'est-à-dire que moi, la réduction de phyto, j'ai pas de problème avec ça. On peut me demander de diminuer. On va dire maintenant qu'on va imposer de diminuer de moitié les phytos. Moi, j'y suis déjà. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que je suis quand même ultra raisonné. Je suis pas bio, mais je suis ultra raisonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne traite plus jamais en plein après-midi ou quoi. Au lieu de diluer mes produits dans 300 litres d'eau à l'hectare, l'idée du bas volume, justement, c'est de concentrer les matières actives dans le moins d'eau possible. Donc, je traite avec 50 litres d'eau. Et au lieu de mettre un produit qui est homologué à 1 litre hectare, je vais mettre demi ou tiers de dose, 0,3, 0,4 litres hectare. Du fait que le produit est plus concentré, l'efficacité est aussi bonne, à condition de l'appliquer dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, ça veut dire qu'on ne traite pas quand il y a du vent, on traite quand l'hygrométrie de l'air est la plus élevée possible. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un traitement, moi j'ai horreur, je fais beaucoup de courses à pied ou de marche,
J'ai horreur de passer dans un chemin de champ et de sentir quelqu'un qui pulvérise. C'est pas logique. Il faut savoir, quand vous traitez, la goutte d'eau entre le départ de la rampe du pulvérisateur et la plante, elle sèche dans l'air. Sauf si l'hygrométrie est élevée. Si vous avez 95% d'humidité relative, comme maintenant, ou au mois de mai, aux périodes où on fait plus de traitement, vous avez ça entre 4h et 8h du matin. Si l'hygrométrie est élevée, la goutte d'eau, elle ne sèche pas. Le problème, c'est que quand la goutte d'eau arrive sur la feuille, comme il y a une rosée, elle va ruisseler. Donc, il faut faire des petites gouttes et ne pas mettre beaucoup d'eau. Comme ça ne ruisselle pas. C'est pour ça qu'on fait ça à faible volume. L'avantage qu'on a, c'est que le matin, à cette heure-là, il n'y a pas de vent non plus. Souvent, il n'y a pas de vent. C'est très rare qu'il y ait du vent le matin au printemps. Le soir, s'il y a du vent. Donc, hygrométrie élevée, pas de vent. La plante réceptive, parce qu'à ce moment-là, elle ouvre ses spores, elle se dit « Ah, je prends la rosée, je prends le produit aussi ». Les insectes sont inactifs, donc on ne leur fait pas tort non plus. Ce n'est que du bénéfice. Le seul problème, c'est que vous ne suivrez jamais une formation sur le traitement bas volume qui sera agréée pour vos points de phytolicence. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le lobby des firmes phytopharmaceutiques qui n'a pas intérêt du tout à ce que vous utilisiez les produits en bas volume. Vous allez mettre moins de produits. Il faut savoir que eux, quand ils inscrivent sur la notice un produit homologué à 1 litre hectare, ils savent très bien que si vous faites le 1 litre hectare dans 300 litres d'eau en plein après-midi, avec du vent et une hygrométrie à 60%, le produit va fonctionner quand même. Alors qu'il n'y a même pas la moitié du produit qui est insensible. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et ce qu'on fait aussi, c'est étudier chaque matière active, c'est-à-dire que certaines matières actives ont besoin d'une eau plus acide que d'autres pour l'efficacité. Par exemple, le fameux glyphosate qui est décrié. Moi, je n'ai pas de problème avec les doses de glyphosate. J'utilise du glyphosate. Vu que je suis en partie en semi-direct et tout, il n'y a pas le choix. Mais je l'utilise en interculture. Le glyphosate, pour moi, la grande toxicité du glyphosate sont les OGM, utilisés sur les autres continents, où là, on a sélectionné des plantes qui absorbent le glyphosate et qui le digèrent. C'est comme ça qu'on retrouve du glyphosate dans des graines de soja ou n'importe. Alors que tous les autres produits qu'on utilise en Europe sur des plantes non OGM, il faut savoir qu'il n'y a aucune plante cultivée qui résiste à un produit qu'on fait. Elle tolère. Elle tolère une dose. Si vous faites une surdose, vous la tuez, la plante. Elle tolère, elle rejette le produit. C'est pour ça que souvent, il y a une phytotoxicité. Vous faites un désherbage sur une betterave, pendant 2-3 jours, la betterave a une drôle de couleur, elle a digéré, elle rejette le produit, ça va. Un OGM ne rejette jamais le produit, il l'absorbe. Et le problème du glyphosate, c'est ça. C'est que États-Unis, Canada, Argentine, Brésil, ils ont les OGM, ils vous font 10 litres de glyphosate sur du maïs, sur du soja, ils absorbent tout. Ça se retrouve dans la plante, dans la graine. Nous, on fait ça sur des plantes non cultivées, en interculture. Moi, par exemple, je fais 1,2 litre de glyphosate, 360 grammes, donc ça fait un bon 400 grammes de glyphosate à l'hectare, mais dans 50 litres d'eau, c'est une des matières actives qui supporte moins la dilution, donc au moins elle est diluée, au mieux c'est. Dans une eau acidifiée, l'acidifier, c'est mettre un petit peu d'acide, ou alors juste mettre du sulfate d'ammoniac, qui est un engrais qui acidifie l'eau, et avec un petit peu de savon, de surfactant, ces savons, ces surfactants vont permettre à la goutte d'eau que vous traitez de s'éclater et de bien agir. Et tout ça fait qu'en fait, avec des microdoses, on arrive à avoir une efficacité très bonne, en polluant moins, fatalement. Donc ça, c'était il y a 15 ans. En même temps que la mise en place du non-labour, j'avais suivi cette formation et depuis, je ne décolle pas de ça. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même un matériel bien adapté. Il faut être propre pour utiliser que 50 litres d'eau l'hectare. Il faut des jets parfaits et tout. Et il ne faut pas avoir peur de se lever tôt. Se lever tôt le matin, voilà. D'un autre côté, c'est un avantage. Vous partez à 4 h du matin, vous n'êtes pas dérangé, c'est tranquille, il n'y a personne sur la route, vous voyez les animaux qui se réveillent. Vous rentrez à 8 h pour le petit déjeuner, la journée peut commencer, quoi. Voilà, ça, c'est pas mal. Il faut une petite sieste à midi quand même. Ça, c'est l'avantage. Et quand on a goûté à ça, on ne veut plus le faire l'après-midi. Hein. Ça, c'est clair. Et ça peut parfois être mal vu. Il y en a qui disent qu'ils traitent la nuit, c'est pour se cacher. Mais non, justement. Et couplé à cette formation bas volume, j'ai totalement arrêté les insecticides de sol. Il y a 15 ans. Donc je fais encore occasionnellement un insecticide de contact, si vraiment ça ne va pas, mais ça devient de plus en plus rare. Par contre, insecticide du sol, 0.
Même, il fallait se battre pour un moment quand je mettais cours des betteraves. Je ne choisissais plus la variété, la race de betterave que je mettais. Je choisissais la seule variété qui était encore disponible sans insecticide sur la graine. Parce que pour moi, l'insecticide du sol, c'est vraiment le pire de tout. Faire un insecticide sur une culture qui couvre le sol, qui est en plein, traiter au bon moment pour ne pas infecter les abeilles et tout, ben, ça va encore. Mais l'insecticide du sol, c'est vraiment la base de tout. Hier, on parlait ici d'un intervenant qui parlait de dégâts de taupin. Donc le taupin, c'est un insecte dont la larve est vraiment toxique. Ben, en fait, si vous ne faites plus d'insecticide du sol pendant quelques années, ça va vite. Hein. Après 4-5 ans, votre population de carabes, elle augmente et tout. Et il y a un équilibre. Moi, vous venez dans mes sols, vous faites un coup de bêche, vous allez trouver des taupins. Hein. Mais il y a des carabes, et donc il y a l'équilibre qui se crée. Et là, il faut faire attention. L'insecticide du sol, pour moi, c'est la base du début d'une régénération de vie dans le sol. C'est supprimer l'insecticide du sol, en même temps que la diminution du travail du sol, qui, fatalement, de manière mécanique, va impacter la vie du sol. Et aussi, en même temps, surtout, ne jamais faire... Je fais des fongicides, parce que quand on a un climat comme on a, qui arrive... quasiment comme un climat tropical, parce que malgré ce qu'on en pense, en degrés jour, les températures sont élevées, on a un été chaud, l'humidité elle est là, bah, les maladies, voilà. Mais surtout, ne pas faire de fongicide qui touche le sol. La même chose, faire un fongicide sur une plante qui couvre le sol, on ne touche que le feuillage, un petit peu qui va au sol, mais par contre, des pratiques comme en culture de pommes de terre, ou maintenant on met même un fongicide dans la butte, ben, vous tuez les mauvais champignons, vous tuez les bons aussi. Et les traitements de semences. Tout ça, c'est depuis 15 ans aussi, traitement de semences. Je ne fais plus aucun traitement de semences. Donc, parce que mettre un fongicide sur une graine directement, ben, c'est au contact du sol. Et tout ça est fort important pour remettre en route la vie du sol. L'idée, c'est de se rapprocher du milieu de la forêt. Les arbres... ils poussent, on se dit tout seul, ben non, ben quand vous allez aller dans 3 semaines en forêt, il y a un tapis de feuilles comme ça, vous allez au printemps, il n'y a plus rien, tout a été digéré. Mais les feuilles n'ont pas été traitées, donc la vie du sol, c'est la digérer. Si vous traitez trop, surdose de fongicides, la vie du sol n'arrive pas à digérer les matières organiques. Et si elle ne les digère pas, ben, ça n'ira pas le semis direct, hein. Ça n'ira pas le non-labour. Ça n'ira pas la diminution des engrais. Vous aurez besoin toujours du Baxter, des engrais extérieurs, si vos matières organiques ne se digèrent pas. Et c'est ce qu'on avait il y a 30 ans, en ayant du fumier, de la paille et tout, mais si le fumier, la paille qui était dans le fumier était surtraitée, ben, derrière, ça ne tourne pas, quoi. Et donc, et c'est pour ça que c'est un ensemble de pratiques qui peut faire que ça marche, ou que ça va aller. Après, c'est pas toujours merveille, hein. Il y a des ratés, hein, ça c'est clair. Et l'avantage des gens qui vont démarrer maintenant, comme une partie ici, c'est qu'en fait derrière, on a quand même presque 30 ans d'essais, enfin quelques-uns dont je fais modestement un peu partie, à se dire on a essayé, on s'est cassé la gueule sur certaines choses, c'est ça. Et dès qu'on prend la décision, ben, il faut essayer de mettre tout ça en place directement. Il faut y aller. Au niveau des engrais, même chose. Ça date aussi, même un peu plus vieux, je vais dire 20 ans. Je n'ai plus employé de phosphore chimique, par exemple. Plus jamais. On en mettait d'office. On avait les engrais NPK, azote, phosphore, potasse. Supprimer ça, plus qu'utiliser de l'azote et de la potasse à demi-dose. Couplé à ça, j'ai un peu d'affinité avec la société TMCE, je ne sais pas si vous connaissez, qui est... donc là, c'est un engrais qui est agréé en bio. C'est un ensemble de 27 oligo-éléments qui est remis sur un carbonate de chaux et qui permet de un peu de lisser tous les éléments dans le sol et qui part du principe que vous avez beau apporter 10 éléments en suffisance, si vous en avez 2 qui manquent, ben, il y a le déséquilibre. Et donc ça, j'ai commencé il y a 20 ans, TMCE, en arrêtant le phosphore, en arrêtant les chaulages, plus jamais aucun chaulage, plus rien. Donc j'ai mes pH qui ont diminué, mais drastiquement.
Avant, on utilisait des écumes de sucrerie. Et on avait un pH bon, mais on avait toujours des carences en magnésie, donc on mettait de la chaux magnésienne. Donc tous les 6 ans, on mettait une écume, tous les 3 ans, on mettait de la chaux magnésienne. Et depuis, j'ai plus jamais mis de chaux, plus jamais d'écume. J'avais des pH de 7,5, 7. Maintenant, je suis à 6, 6,5. Et dans mes analyses de sol, j'ai un excès de phosphore. Il y a 20 ans qu'il n'y en a plus eu, mis à part les apports organiques. J'ai un excès de potasse. J'en mettais à demi-dose sur les pommes de terre, j'en mets plus maintenant. Excès de magnésie. En fait, tout s'est débloqué. Avec le pH qui a diminué, tout s'est débloqué. Quand je faisais encore de la betterave, par exemple, je ne faisais pas d'apport de... Allez, un apport qui est connu en betterave, c'est on apporte du bore pour éviter la maladie du cœur, mais j'en amenais pas. À partir du moment où on a l'équilibre, ça va très bien comme ça. Je me demande même si je ne pourrais pas éventuellement diminuer mes doses de TMCE. Parce... Tu mets ça à l'huile, non? Pardon? Vous mettez ça à l'huile, non? Oui, 2 fois par an. 2 fois 75 kg, une fois au printemps, une fois à l'automne. C'est surtout comme il y a un peu de carbonate de chaux pour le pH de surface. Et favoriser la vie du sol. Après, je me dis, parce que ça a un coût quand même. Maintenant, quand vous arrêtez le chaulage, quand vous arrêtez tout le reste, ben, ça revient quand même moins cher que de mettre tout le reste. Mais je serais tenté éventuellement de même diminuer les doses, parce que maintenant ça tourne vraiment bien, pour essayer économiquement de diminuer. Ce que j'utilise pas mal, c'est leur produit foliaire, le TMF, donc qui est aussi les 27 oligo-éléments, mais remis en liquide, et qui là est vraiment le coup de boost sur les cultures, qui est agréé en bio, donc il n'y a aucun problème. Et ça marche vraiment bien. On en parlait hier, si une plante, c'était avec les gens de Cordair, c'est ça. Si une plante est en bonne santé, c'est comme nous. Elle a une bonne immunité, elle va être moins vite malade, elle va moins vite se faire attaquer par les insectes aussi. Et le fait d'appliquer en foliaire ces petits oligo-éléments, ben, la plante est plus résistante. Après, c'est 11 € le litre. Et on met vite 2 litres hectare sur 3 traitements, par exemple. Ouais, donc ça a un coût. Mais on ne fait pas de tort. Tu fais ça sur toutes les cultures? Quand même, ouais. Et alors, j'en utilise aussi en traitement de semences. Donc, je parlais des insecticides du sol, des fongicides sur les semences. On parle souvent en élevage d'autonomie fourragère. Et en culture, moi, je parle d'autonomie semencière. J'ai travaillé pendant 20 ans en complémentaire pour une firme de semences. Novartis, qui est devenu Syngenta, et maintenant je suis devenu contre eux parce que je me dis qu'il faut essayer de se réapproprier. On a toujours le droit paysan de refaire ses semences, à condition d'en acheter une fois puis les refaire, c'est bon. Et moi j'essaye de faire la totalité de mes semences. J'en achète un petit peu chaque année pour être en ordre et tout. Et j'ai mon petit trieur chez moi, parce qu'au début je faisais venir quelqu'un qui triait, mais finalement lui, il doit le déclarer à la région wallonne, il doit d'office mettre le produit, machin. Et donc je trie moi-même, c'est un peu de boulot. Et je ne mets pas de fongicides, pas d'insecticides, rien. Et dans 80% des traitements que je fais, je mets du TMF. Donc les oligo-éléments sur la semence. Ça permet un démarrage quand même relativement plus correct de la semence. Et si la plante démarre vite, elle va être moins vite attaquée aussi. Et là, au niveau de l'autonomie semencière, c'est important pour une multitude de choses. C'est par exemple en céréales le mélange variétal. Une manière d'être plus écologique et raisonnée, c'est de dire voilà, telle variété de blé est résistante à l'averse, mais elle est sensible aux maladies. L'autre, qui n'est pas résistante à l'averse, elle est résistante aux maladies. L'autre a un autre facteur, voilà. Et il ne faut pas avoir peur de mélanger 4, 5, 6 variétés de blé, à condition de respecter la précocité. Ça, c'est la base. Si vous avez, il faut avoir l'idéal d'avoir 2 mélanges. Un mélange de variétés précoces, un mélange de variétés tardives. Comme ça, au niveau de la récolte, vous avez quand même 2 périodes de récolte. Et là, en fait, il y a une synergie qui se fait entre les variétés. Qui fait que le caractère faible d'une variété ne va pas se marquer parce qu'elle est en mélange. En plus, chaque année, vous reprenez le mélange
que vous retriez, mais en fait, la proportion dans le mélange, on ne sait plus où elle est. Si à la base, d'un mélange de 5 variétés, vous avez 20% de chaque, en fonction de votre terroir, de votre manière de cultiver, de l'année climatique, telle variété va donner plus que l'autre. Et fatalement, à la récolte, au lieu d'être présente à 20%, elle va être présente à 35%, l'autre va être présent à 5%, à 10%, à 15%. Et au fur et à mesure des années, ben, le mélange, il va évoluer. Mais en fait, il s'adapte à votre terroir, à votre manière de cultiver. Et je suis convaincu qu'en fait, ça va très bien. Et moi, j'ai un mélange ici où j'ai des semences d'il y a 15 ans. Alors que, encore maintenant, dans les écoles agricoles, on vous dit qu'il faut reprendre une année la semence, pas 2 de suite. Je fais beaucoup de blé sur blé, avec des semences comme ça, sans traitement, sans rien. Et ça fonctionne. Ce que vous n'avez plus que dans un mélange de variétés, c'est que vous n'avez plus une parcelle qui donne 120%, vous avez votre moyenne de ferme à 100%. En règle générale, vous en avez une qui est à 130, l'autre à 70. Ici, vous lissez un petit peu, c'est plus régulier. Une bonne année chez nous, on a du très bon potentiel de rendement. Si on fait 10 tonnes de moyenne, c'est une bonne année. Je ne vais pas avoir une parcelle qui a fait 12 et l'autre 8. Mais tout va être à autour de 9,5 10 ou une chose comme ça. Donc ça, c'est aussi pas mal dans l'autonomie semencière de faire du mélange de variétés qui ne sera jamais conseillé par Jean Blou, par le livre blanc, tous ces gens-là ne vont jamais vous dire de faire ça. Mais fatalement, ce sont des universités indépendantes, mais qui sont quand même invitées régulièrement dans les firmes de semences et tout, et les firmes de semences ne vont jamais vous proposer des mélanges de variétés. Ils commencent à vous le proposer en maïs, où là, ce sont des hybrides que vous êtes obligé d'acheter chaque année. Donc ça, c'est très bien aussi. Et au niveau des semences, ce qui commence à devenir un fameux budget, à partir du moment où on part en agriculture de conservation, qu'on fait des couverts, à nous, il y a longtemps, même quand on faisait du labour, on faisait des couverts de veste ou autre, c'est le coût des semences de couverts. Et il faut aussi être vigilant, parce que les commerçants, les négoces sont suffisamment résilients et intelligents que pour voir que vous allez prendre moins de produits phyto, moins de semences de culture de vente, et ils vont derrière venir vous proposer des semences de couverts exotiques, mélangées dans le petit sac, vous l'achetez, vous n'avez plus qu'à le mettre, c'est très facile. Et là, vous allez mettre du budget. Moi, j'essaye de produire 80-90% de mes semences de couverts. Et bon, on est en aparté ici, j'en produis pour d'autres. On s'arrange entre agriculteurs. J'ai un copain qui fait de la semence de facélie. Moi, je fais beaucoup de semences de févrole, d'avoine, de veste et tout. On fait de l'échange entre nous. Voilà. Et là, on divise par deux le coût des semences de couvert, qui est devenu important dans le budget. Parce que quand vous faites vos semences de blé, ou les semences de blé, que ça ne coûte plus rien, à la limite, le couvert coûte plus cher. Donc ça, c'est important. Il vaut mieux consacrer. Moi, je consacre... allez, maintenant, la ferme a diminué un peu. J'ai perdu quelques terres ici à cause de la base militaire, mais un peu moins de 200 hectares. Je consacre 6-7 hectares pour faire de la semence de couvert. Bah bon, c'est comme une ferme biologique qui consacre quelques hectares à mettre de la luzerne dans sa rotation. Même s'il n'y a pas d'animaux, vous pouvez broyer la luzerne, la laisser au sol, ça va ramener de l'azote et ce sera pour la rotation. On est sur un métier où on ne travaille pas sur un an. Donc ça, c'est important. Et dans mes semences, par marge de sécurité, j'ai un an d'avance. Ici, pour mes couverts 2024, j'ai utilisé ce que j'ai produit en 23, sans savoir comment j'allais récolter en 24, mes semences de couvert. Si ça se passe mal, ben voilà, j'ai une roue de secours. Il m'en reste encore de la récolte 23, parce que de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein, des graines conservées sèches, il n'y a pas de problème. Faut savoir que quand on a des soucis de germination de graines achetées, c'est souvent à cause du traitement qui est dessus. Fongicide ou quoi, qui va altérer le pouvoir germinatif dans le temps. Et ça sont les axes importants. Donc, restaurer la vie du sol en diminuant les engrais chimiques, en arrêtant les insecticides du sol, et après essayer d'être autonome pour ne pas remettre tout le budget sur les couverts. Au départ, c'est facile, hein. J'ai acheté le sac. Voilà. Petit exemple concret, c'est par exemple pour le colza. J'ai commencé le colza il y a 10 ans. J'ai fait 1 an du colza seul. Et depuis 9 ans, je le fais en culture associée.
Et la première année que j'ai fait culture associée, j'ai acheté le sac de semences que la coopérative française proposait en plan de compagne. Eh ben, la plan de compagne coûtait plus cher que la semence de colza. Voilà, il y a un moment, il faut se dire quand même, je veux bien, il faut faire des couverts, mais il ne faut pas non plus que ça grève la comptabilité de la ferme. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des questions ou... Du tout d'azote liquide. Ah si. Ah si. Ça, l'azote, dans un premier temps, quand vous allez diminuer le travail du sol, il va même parfois falloir augmenter l'azote. Parce que fatalement, chaque fois que vous travaillez un sol, vous démarrez la minéralisation. Et là, quand vous arrêtez le travail du sol, ou vous le diminuez, vous minéralisez moins, vous réchauffez moins le sol, et donc il y a moins de dégagement d'azote. Par contre, ça veut dire aussi que vous augmentez votre taux de carbone dans le sol. Parce que quand on minéralise, c'est pour ça que je suis un peu contre le binage successif en bio, c'est qu'on minéralise, on dégage l'azote, on vide le sol un petit peu de son carbone, au détriment de la vie du sol, de l'enracinement et tout. Donc au départ, il y a même, on doit même à un moment utiliser un peu plus d'azote. Par contre, après X années, ça commence à... là, j'utilise moins d'azote maintenant, parce qu'il y a beaucoup de légumineuses. Dans mes couverts, il y a beaucoup de légumineuses, quitte à parfois être très limite dans la législation. Au niveau du pourcentage de légumineuses dans les couverts, ben bon là, on parle du kilo au SMI, tout ne lève pas, on n'en peut rien. Hein, si. Une utilisation TMCE et azote. Ouais, ça c'est le principal. Maintenant, je parlais tout à l'heure, dans les années 90, on était à même pas 1 d'humus. Maintenant, j'arrive à avoir des 3% d'humus dans des limons légers battants. Et là, on commence à voir les résultats. C'est que quand ça commence à travailler, que la machine se met en route, ben ça dégage de l'azote. C'est exponentiel. Ouais, ça c'est... Fatalement, ça dégage de l'azote et il n'y a pas de problème. On avait peur aussi avant de la verse en céréales, hein, ou en colza, même chose. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on fait verser, on rend sensibles nos blés. La première source de la verse, c'est l'enracinement. Si on a un bon enracinement, ben la plante, elle n'a pas tendance à tomber. Et une racine a toujours horreur du vide. Et donc, en fait, il faut un sol rappuyé. Si on travaille le sol, il faut le rappuyer. Les anciens, ils travaillaient, ils roulaient. Dans toutes les fermes, il y avait un rouleau. Maintenant, il n'y en a plus. On nous a fait des outils avec des dents qui relèvent, et on ne roule plus. Il faut rouler le sol, si on le travaille. Et si on ne le travaille pas, bah, on a moins besoin de le rouler, mais c'est la vie du sol qui le travaille. C'est le sol qui augmente, vous savez, c'est comme quand vous faites une pelouse derrière votre maison et vous mettez des pots, là, japonais, et 2 ans après, tiens, le gazon, il est au-dessus. Parce que votre gazon, vous ne le travaillez jamais, il se relève. Quand vous allez chercher vos animaux au mois de novembre dans une prairie, vous faites des ornières avec la bétaillère, vous venez au printemps, il n'y a plus d'ornières. Ah non, c'est la vie du sol qui a tout relevé. Et donc parfois, moi j'utilise même un rouleau alors que je ne travaille plus le sol, même en semi-direct. Pour avoir un sol bien ferme, pas compacté, hein. Faut pas... Et le sol bien ferme, il permet aux racines d'être bien fermes et en fait de ne pas avoir de verse. Ce qui fait que même si à un moment, quand on a un taux d'humus plus élevé, on a un printemps super sec comme on a eu il y a quelques années, qu'on n'a plus depuis 2 ans, et puis au mois de mai, paf, ça minéralise, il pleut, il fait chaud, oh, l'azote se libère, vous ne savez rien faire, c'est pas pour ça qu'on a de la verse. Donc là, on a beaucoup moins de verse, ce qui fait qu'on peut se permettre aussi de presque plus, j'en utilise encore un peu, presque plus utiliser de régulateurs de croissance, donc de raccourcisseurs en céréales. Même si maintenant, je sème mes céréales à 25 cm d'écartement, toujours plus ou moins à la même densité, de ce fait-là, j'ai des céréales plus hautes. Et c'est impressionnant hein, d'avoir des céréales comme ça, au lieu d'avoir des céréales comme ça, mais ça ne verse pas quand même. Ça ne verse pas quand même. Mais se passer de l'azote, non, pas encore. Pas encore. Je ne sais pas si c'est... On ne déborde pas. Quelle est la proportion, du coup, entre l'azote et le TMC? Parce que tu diminues l'azote, du coup. Oui.
tu augmentes tes MCE, mais quelle est la proportion? Non, ça sert à rien. Dans le TMCE, il n'y a pas d'azote. C'est un complément. Ça. Ouais, TMCE, il faut prendre ça comme une fumure de fond qui remplace la chaux, qui remplace un peu tout, qui va aider à rééquilibrer le tout, quoi. Surtout quand on part d'un déséquilibre, mais en général, c'est de là qu'on part. D'un déséquilibre. Ça, par exemple, c'est une photo de 2008. En fait, au départ du non-labour, j'ai travaillé avec du pseudo-labour. Donc le pseudo-labour, c'est ne plus retourner le sol, mais encore le soulever sur 25 cm, style décompacteur, combiné de semi-classique, à oublier au plus vite, parce qu'à la limite on fait parfois pire que la charrue, à oublier les ailettes qui soulèvent le sol. Et à partir de 2008, là, grâce à la firme Horsch, donc c'est une société de matériel allemande qui à la base ce sont des agriculteurs qui ont développé des machines. C'est devenu une industrie maintenant, mais c'est encore des gens abordables, ça veut encore parler avec les patrons, et ils expérimentent chez eux sur de toutes grosses exploitations, et ils ont une longueur d'avance tout le temps. Et j'ai acheté ce semoir en 2008, qui est un semoir de TCS, donc qui travaille le sol, mais légèrement, et qui arrive à semer avec une très bonne qualité d'implantation, et qui permet, le cas échéant, s'il faut travailler le sol, ben, on passe avec un outil à dents avant, puis on sème avec ça. Ou, comme ici, par exemple, ben, je faisais déjà du pseudo-semi-direct, c'est-à-dire que là, ben, le sol avait une très bonne structure, il y avait un peu de couvert, ben, je travaillais 5-6 cm, et le semi, ben, ça marche déjà très très bien. C'était un semis de fin octobre, il peut pleuvoir 50 litres 2 jours après. Avec les débris qu'il y a au-dessus, vous avez travaillé avec ça, il n'y a pas de problème. À condition que la structure de fond soit bonne. La base aussi, c'est... Si on ne compacte pas, ben, il ne faut pas décompacter. Donc plutôt que gérer la conséquence, il faut gérer la cause. Donc il faut essayer de ne pas compacter. Même en été, investir dans des gros pneus sur les remorques qui suivent la moissonneuse, c'est important. Des gros pneus sur la moissonneuse, c'est important. Des gros pneus qui ne sont pas gonflés fort, c'est important. Et c'est se forcer à retarder de 2 jours la récolte parce qu'il fait humide dans le champ. Ça va permettre de ne pas compacter, de ne pas devoir décompacter après. Et ça, je ne vais pas être d'accord peut-être avec... je ne sais pas ce qu'Olivier va dire de l'autre côté au niveau économique. Il faut... En agriculture, j'adore la comptabilité, mais on n'a pas la même comptabilité qu'une autre entreprise. Il ne faut pas rien voir et se dire, tiens, j'ai autant d'hectares, je dois acheter un semoir comme ça parce que c'est rentable, sur 5 ans, je vais l'amortir et tout. Il vaut parfois mieux être un peu suréquipé, avoir du trop gros matériel, et se dire, je sais intervenir pendant les petites fenêtres climatiques qui permettent de faire le travail au bon moment, dans les bonnes conditions. Sur le court terme, c'est pas rentable. Mais après, comme il va faire moins d'hectares, il va s'user moins aussi. Si je l'entretiens bien, que je le mets à l'abri, il va tenir longtemps. Et sur 10 ans, ce sera quand même rentable. Je vais récupérer ma valeur de revente. Et ça, c'est quand même important. Parce que si vous êtes trop serré et que vous devez absolument y aller, les 2 jours, même qu'il ne fait pas bon, on va y aller, on va récolter, on va abîmer le sol, on va... Et là, on repart en arrière. Hein. Vous prenez une bêche derrière une trace de remorque qui s'est enfoncée de ça, vous vous retrouvez des vers de terre morts, puis vous devez retravailler le sol, vous allez abîmer. Enfin, et ça, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours possible. Il y a des années où c'est pas possible, mais il faut parfois le faire. Et aussi, de ce fait-là, adapter ses rotations. Ça, c'est la photo avec le même semoir. Là, je mets du blé sur blé, qui n'était pas prévu. Mais le champ destiné à du blé a été abîmé par la récolte des betteraves ou d'autres cultures. Plutôt que s'entêter fin novembre, début décembre, à aller mettre du blé en mauvaise condition dans cette terre-là, ben je n'en mets pas. On va mettre une orge de printemps, on va mettre un blé sur blé, qui a le potentiel normalement de donner 10% de moins, mais ce sera bien sûr pas plus mal. Bien sûr pas plus mal. Et là, donc ça date aussi, hein, cette photo. C'est un semis de blé sur blé dans les chaumes.
qui n'ont pas été travaillés ni rien. Je travaille juste. Maintenant, je ne fais plus ça. Hein. Maintenant, quand je fais un blé sur blé, il y a une légumineuse pendant 2 mois et demi entre les deux. Et voilà. Mais ne pas avoir peur d'adapter sa rotation aux conditions climatiques. Ça, c'est important aussi. Ne pas être figé à dire je fais d'office betterave, blé, colza, blé, escourgeon, en fonction de l'année, aussi en fonction de l'économique, évidemment, mais il faut savoir changer. Et c'est une force aussi quand on fait sa semence soi-même. Donc il faut... Enfin, moi, je stocke les céréales chez moi, mais même si on n'a pas la capacité de stockage, garder quelques tonnes de blé, quelques tonnes d'orge chez soi. Moi, je ne mets pas d'orge cette année, mais je la vendrai l'année prochaine, je la remets dans le tas. Mais tiens, j'ai pas su mettre de blé, j'ai encore là de l'orge de printemps que j'ai gardé. Je la trie, hop, je mets au mois de février, oh, une fenêtre climatique, je mets de l'orge. Ça, c'est important. Que si vous commandez votre semence 2 mois à l'avant, au mois d'août, vous avez fini de moissonner, ils vous sonnent déjà, tiens, tu vas prendre quoi comme semence? J'achète telle semence, elle est là, les sacs sont là, il faut les mettre, elle est désinfectée. Si je la garde pour l'année d'après, ça ne va pas, ils vont pas me la reprendre. Et puis je décide de mettre autre chose, ah ben non, il n'y a plus de semences, il faut recommander. Et là, on n'a pas la capacité d'être résilient et de changer, quoi. Tout ça fait partie de toutes les pratiques sur une ferme pour arriver vraiment à être autonome et le plus agroécologique possible. J'ai franchi un pas en 2019. Donc l'eau de semoir, pour faire du semi-direct, ça allait, mais c'est pas vraiment un semoir adapté à ça. Comme il était amorti, il commençait à vieillir, j'ai racheté un deuxième semoir d'occasion, un semoir à dents. Donc c'est celui-ci, où là, on savait quand même faire du semi-direct en ne perturbant pas trop le sol. J'avais une trémie frontale, enfin une cuve, où je pouvais injecter de l'azote dans la ligne ou du TMF directement dans la ligne de semis. C'était déjà pas mal et ça m'a permis, comme c'était un semoir d'occasion, que l'autre était amorti, d'utiliser les deux en parallèle. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé comme ça, à faire une partie en semi-direct, partie non. On voit par exemple ici, voilà, ça c'est semé, là ce n'est pas semé, on perturbe déjà très peu le sol. L'avantage du semoir à dents, c'est que le grand avantage, c'est quand vous arrivez dans de la paille, la dent, elle écarte la paille, elle vous met la graine bien dans la terre, sans paille. C'est l'inconvénient des semoirs de semi-direct à disque, c'est qu'à un moment, il peut y avoir le phénomène d'enfouir de la paille dans le sillon de semis et d'avoir une perte de germination, parce qu'une graine qui est entre 2 pailles, ça ne va pas. Et là, c'était quand même pas mal du tout. Bon, avoir 2 semoirs et tout, logistiquement, c'était pas évident. Et ce qui fait que j'ai franchi le pas il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai vendu les 2 semoirs. Faut savoir que quand vous achetez des semoirs de qualité comme ça, modernes, celui à dents, je l'ai même vendu un peu plus cher que ce que je l'avais acheté 4 ans plus tôt, d'occasion, parce que c'est très recherché. Et l'autre qui avait 15 ans, de mémoire, c'est un semoir qui avait coûté, c'était très cher déjà à l'époque, 58 000 €, je l'ai vendu 45 après 15 ans. Parce que neuf maintenant, avec l'inflation, ça vaut 80. Donc celui qui doit acheter un neuf et celui-là, il a de l'usure. Et ce sont des semoirs qui sont prévus pour de grosses exploitations, les pays de l'Est et tout, donc ils s'usent moins chez nous. Donc, comme je disais, c'est un investissement, mais finalement, vous faites une plus-value à la revente que vous savez réinvestir dans le neuf. Et entre-temps, vous avez travaillé confortablement et tout. Maintenant, si on est sur une plus petite surface, il y a des prestataires de services. Moi, je travaille un petit peu pour l'un et l'autre à côté de chez moi. Et il ne faut pas acheter alors. Hein, Ou alors, il y a des gens qui sont ingénieux, qui sont mécaniciens et qui s'autoconstruisent de beaux petits semoirs qui fonctionnent très bien en semi-direct. C'est faisable aussi. Hein. Ça, y a pas... Mais ce que je trouve parfois aberrant, ce sont des gens qui ont des tout beaux tracteurs, qui coûtent très cher aussi, et qui ont un semoir de piètre qualité à l'arrière. Peut-être mieux avoir un tracteur de base et un bon semoir, parce que le semoir, c'est ce qui... Vous allez en Amérique du Sud, ils ont des tracteurs rustiques, mais ils ont un semoir qui est au top, hein, qui arrive à faire du très bon travail.
Ici, par exemple, c'est je suis désolé, il va falloir aller vite. Un itinéraire que j'ai fait l'année dernière pour montrer. C'est pour illustrer un petit peu. Hein. Récolte d'escourgeons. Je pensais que les photos les donnaient mieux, mais le 28 juin. Le lendemain, le 29 juin, je sème mon couvert. Donc ça, c'est le fameux semoir qui remplace les deux autres. Ça faisait longtemps que je regardais ces semoirs. Il en existe avec le même élément de semis. En Belgique, il y en a plusieurs qui en ont, avec 16 cm d'écartement sur 2 rangées. Semoir à disque, qui permet de semer dans une prairie, n'importe quoi, ça sème partout. L'inconvénient, comme je disais, c'est que ça peut enfouir la paille. Et après quelques visites en France, même dans le nord de la France, il n'y en a pas. En Belgique, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Il faut aller en Bourgogne ou dans le bassin parisien pour en trouver. Et or, je commençais à développer ce semoir avec un écartement entre lignes de 25 cm et mis sur une rangée. L'avantage, c'est que d'être à 25 et que sur une ligne, c'est qu'en fait, vous savez passer dans des flux plus importants de débris végétaux ou de couverts. Donc ça, c'était important. Par contre, il n'existait qu'en 12 mètres de large. 12 ou 18. 18 pour l'Australie et tout, 12 en France. Et il y a 2 ans et demi, on dit on va commencer à développer un plus petit. Il y a de la demande, nous développer un 9 mètres. Et j'ai acheté le premier 9 mètres. Ils en ont construit 2, ils en ont bien aussi à Paris, le deuxième, je le prends. Et l'avantage, c'est que d'être à 25, ils ont développé juste devant une petite roulette en étoile qui s'appelle un chasse-débris, qui permet, dans le cas ici où on est dans de la paille hachée, d'écarter la paille sans travailler le sol, juste écarter la paille pour permettre au disque de travailler dans la terre. Et ce petit chasse-débris, on peut l'escamoter facilement et ne pas l'utiliser dans un gros couvert. C'est pour ça que je suis passé à ce semoir-là, qui est beaucoup trop gros pour moi, ça c'est clair. Après, c'est aussi un pari sur l'avenir de se dire, dans 10 ans, il y en aura peut-être d'autres en Belgique, et même je pourrais la revendre, voilà. Et puis il en remplace 2. Au niveau des passages de roues, fatalement, quand vous passez tous les 9 mètres, il y a moins de passages de roues. J'ai 3 trémies. Donc j'ai toujours fait du mélange de couverts, du mélange de variétés, comme j'ai dit, mais surtout le mélange de couverts. Vous avez des graines de diamètre et de formes différentes, mais il n'y a aucun souci, il ne faut pas avoir peur de le faire. À partir du moment où vous dépassez 3 espèces, il n'y a pas de démélange. Si on est que sur 2 espèces, on a plus vite un démélange. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas physicien, mais ça se remarque, c'est comme ça. Oui, mais moi j'ai fait pendant des années du colza associé où je mélangeais de la févrole, donc la févrole, avec du colza, du trèfle, de la luzerne, et mélanger un mélange de 2 tonnes, tout mettre dans le semoir, là ça va. C'est la luzerne qui se mélange. Tout va. Mélanger au bac du bulle, comme ça. Ici, il y a 3 trémies, une petite, 2 grandes, donc ça me permet de ne plus devoir tout mélanger. Ça permet de mettre des oligoéléments ou un engrais dans la ligne de semis. Parce que ça aussi, comme on a une fin d'azote au départ, si on met l'azote que l'on met, même si c'est un azote organique bio, si on le met dans la ligne, on ne nourrit que la semence dans la ligne et les mauvaises herbes qui viennent dans la ligne. L'entre-ligne, on ne nourrit pas la mauvaise herbe. C'est important. Si on ne nourrit pas la mauvaise herbe, elle va quand même pousser moins vite. En plus, si on a chassé les débris, qu'on a laissé la couverture du sol à l'entreligne, comme la nature a horreur du vide, c'est toujours dans un sol nu qu'il y a le plus de mauvaises herbes qui poussent. Là, si vous avez une couverture, donc ça aide aussi éventuellement à être plus propre en intervenant moins avec des herbicides. Je reviens là-dessus aussi avec le binage. Si on a un sol nu, vous le faites, il pleut, ça repousse. Vous faites, il pleut, ça repousse. À un moment, il y a 12-13 ans, j'ai fait pas mal de faux semis. Parce que j'ai un problème sur une partie des terres, c'est le vulpin. Le vulpin qui est devenu résistant et tout. Et le faux semis, pour moi, ça marche pas. Ah si, ça marche, ça lève, mais on n'épuise jamais un sol. Et les semences ont la capacité de se mettre en dormance. Si elles ont de la concurrence à côté d'elles, vous mettez un paquet de grains de blé là, il y en a 1 ou 2 qui va germer. Quand ils vont arriver à maturité et mourir, ce sont les autres qui vont germer. Sauf s'ils pourrissent, s'ils sont dans l'eau. Et les mauvaises herbes, c'est la même chose. Alors vous retravaillez votre sol, vous dites, ah ça y est, c'est propre. Hop, ça relève, hop, ça relève. Et donc on n'épuise jamais un sol de ces mauvaises herbes. Les labourer dans le fond, vous allez les ramener au-dessus après. Donc, pour moi, il faut couvrir.
couvrir, couvrir, pour moi c'est le plus important. Donc là c'était un itinéraire particulier, c'est que je voulais faire un escourgeon sur escourgeon, ce qui n'est pas classique, mais on m'avait dit que ça fonctionnait. Donc là le semis c'était le 29 juin, ouais, 29 juin semis. Là on a le 17 août. Comme c'était une interculture entre deux céréales, je n'ai pas mis de graminées dans le couvert. Il y avait quelques crucifères et des légumineuses. L'avantage des technologies GPS, c'est que là, je décale ma ligne de semis et je sème parfaitement entre les deux lignes de blé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, mais... Et alors, le 8 septembre, je fais une pesée du couvert avec la méthode Merci. Donc là, vous coupez 1 mètre carré le couvert, vous séparez les espèces, vous pesez, je ne sais pas si vous connaissez un peu la méthode. L'idée, c'est de faucher 1 mètre carré de couvert, séparer les espèces, vous pesez chaque espèce en matière fraîche, et c'est facile d'accès sur Internet. Vous tapez méthode Merci, vous encodez, et en fait, en fonction de l'espèce, il calcule le taux de matière sèche. Vous devez indiquer le pourcentage de réussite du couvert, donc sa couverture. Ici, j'avais appliqué 75% parce que c'était pas homogène partout. Et vous avez un tonnage estimé de matière sèche à l'hectare. Et en fonction des espèces, de leur rapport C sur N, il va vous calculer la restitution. C'est comique à faire, même si, bon, voilà. Voilà, en l'occurrence, j'avais 8 tonnes 8 de matière sèche sur 2 mois, du 29 juin au 8 septembre. Et à un certain moment, il faut savoir, c'est triste, hein, arrêter le couvert. Quand il y a du ligneux, c'est sûr. Ben voilà. Surtout le tournesol, genre de truc, ben bon, ça fait mal au cœur, hein, parce que quand vous avez, voyez, le couvert là, et, dites juste, alors, il y a pas... Mais si vous ne le faites pas, ça devient ligneux, vous allez avoir un C sur N qui change, une fin d'azote, vous allez créer du carbone, mais bon, voilà. Et donc là, un rouleau, c'est pour ça que le rouleau, il est bien, il est polyvalent, c'est un rouleau comme bridge qui sert à rouler le sol, ben vous roulez le couvert... Quand vous avez le C sur N et des grosses tiges et tout, il y a la majorité qui casse. Il y a juste sur des graminées que ça ne marcherait pas. Donc j'ai roulé le couvert le 11 septembre. Ça a 1,5 litre, 2 litres hectares de consommation de gasoil avec un rouleau de 8 mètres. Le semoir, c'est 3 litres hectares. Et en fait, là, on ne voit pas bien la photo, c'est dommage. Dans le couvert, j'avais mis Févrole, Vess, pardon ? Un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu de plantes exotiques radis. Et alors, j'avais mis en même temps du trèfle blanc nain et de la luzerne. Sachant bien que le tournesol, la févrole et tout allaient prendre le dessus. Le trèfle et la luzerne allaient rester en dessous. Quand j'ai roulé, bah, tout ce qui est févrole, tournesol qui était très haut, vous cassez la tige, ils sont crevés. Par contre, à ce moment-là, vous roulez, c'est un peu magique, parce que le trèfle et la luzerne, ils ont l'oxygène, ils ont surtout la lumière, et ils repoussent. Et là, c'est dommage, on ne le voit pas sur ma photo. Mais en fait, on voit le paillis qui est tout gris des plantes qui ont été couchées par le rouleau, et on voit les lignes de trèfle et luzerne. Et là, j'ai des repousses de graminées. Un petit peu de vulpin, un petit peu de pâturin, et un petit peu d'escourgeon qui repoussent. Et donc je fais un petit glyphosate. Glyphosate sur la luzerne et le trèfle, pas de problème, hein. C'est sélectif. À faible dose, ils vont peiner à quelques jours, mais vous ne les détruisez pas. Donc ça c'est le 29 septembre, je fais mon petit glyphosate. Le 7 octobre, je viens de nouveau avec le semoir, semer mon deuxième escourgeon. Le 16, vous voyez là les lignes d'escourgeon. 18 octobre, ben vous voyez la couche qu'on a, 17 novembre. Bon, et après, à terme, quoi. Là, j'ai pas fait d'analyse, je fais de moins en moins d'analyse de sol. Ici, j'en ai fait pour la MR14, la MS sol, mais j'imagine qu'au niveau stockage de carbone et taux d'humus, dans ce genre de terre, ça doit fonctionner. Malheureusement, j'ai semé mon escourgeon, donc c'était autour du 10 octobre.
Et ici, il a quand même fait très humide au mois de mai, avril-mai. La floraison de l'escourgeon, ben voilà, le rendement n'est pas bon. Mais quand vous le voyez le 29 avril, le potentiel était magnifique. Le rendement n'a pas été bon à cause de la floraison et de l'année. C'est pas à cause de la technique. Mais je fais 8 tonnes. Et 8 tonnes chez moi, c'est pas bien. Voilà. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et je n'ai fait qu'un fongicide, le 29 avril. Par contre, il était très haut. Ça, c'est le SMI à 25. Pourtant, je sème peu de grains au mètre carré. Mais la concentration des graines sur une ligne à 25 ou 12,5 fait que les plantes sont plus hautes. Donc l'inconvénient qu'on pourrait avoir à SMI à 25, c'est d'avoir plus de lumière à l'entrerang pour les mauvaises herbes. Il est un peu pallié par le fait que la plante est plus haute, donc elle s'ouvre. Quand vous voyez là, on sait à peine dire que c'est à 25 cm. Donc ça, c'est des itinéraires que j'essaye de mettre en place qui sont gais à voir. Ici, j'ai encore ici une parcelle où ben, c'est plein de tournesols en fleurs. On a même dû remettre des ruches dedans. Maintenant, mais bientôt, je vais devoir le détruire. Je vais devoir le rouler. À ce niveau-là, depuis 10 ans, j'ai une collaboration avec 4-5 apiculteurs qui viennent mettre des ruches chez moi, alors qu'ils savent que je traite encore dans mes colzas et tout, et ils sont enchantés. Ça fonctionne très bien. Après, une chose que... Parce que bon, on va pas parler de trop de trucs généraux non plus. Ce que j'essaye de mettre en place, et là, je pense... Enfin, je pense pas. Je suis presque sûr. En Région Wallonne, je suis le seul à faire ça. Il y a le côté économique. Il faut quand même pas oublier que c'est bien beau d'être agroécologique, mais moi, je vis de mon métier. Hein. Donc, c'est mon temps plein. Si ça va pas, ça va pas. Et malheureusement, il y a les réglementations européennes. Je préférais qu'on n'ait pas de subsides depuis longtemps. Les subsides ont commencé avant, c'était les aides à l'intervention sur les stocks de céréales et tout. C'était une manière déguisée de nous donner des subsides. Certains agriculteurs ne savaient même pas. On avait toujours du blé à 10 francs du kilo, 250 € tonne. C'était l'idée avec les stocks d'intervention et tout. Depuis 1992, il y a eu la PAC. On a mis les aides à l'hectare. Enfin, voilà. Maintenant, c'est découplé de production et tout. Maintenant, les aides vont plus vers le verdissement. Moi, je suis content de ça. Et il faut jouer un peu avec la législation pour être rentable. Il n'y a rien à faire. Si vous ne le faites pas... moi, j'ai une ferme industrielle à côté de moi, ils le font à fond. Je ne sais pas, les paquets de millions qui sortent de là. Donc, à notre échelle, il faut essayer de le faire aussi. Et il y a par exemple une aide qui était de 380 € l'hectare, qui est passée à 440 ici en 2024, sur l'association blé-légumineuse. C'est pas mal parce que quand vous faites un blé associé à une légumineuse, ça vous impose de n'utiliser que certaines matières actives, de diminuer les doses de désherbants, donc c'est écologique. Rentable, récolter, c'est pas évident. Récolter une légumineuse avec un blé, il faut la séparer, il faut la commercialiser. C'est pas évident du tout. Et moi ici j'en fais beaucoup maintenant. Mais je décale ma période de semis. Donc je sème mon blé en pur. Je fais un désherbage normal. Ça, je suis relativement propre. Il faut savoir qu'un désherbage, théoriquement, entre 60 et 90 jours après, l'effet, il est parti. La matière active est partie. Ce qui fait que si vous désherbez au mois d'octobre, au mois de février, on n'en parle plus. Et au mois de février-mars, je viens semer une légumineuse dans mon blé. Sous l'ancienne PAC, je faisais du blé sur du couvert de luzerne ou trèfle, et ça passait en association légumineuse. Maintenant, il est retiré. Il n'y a plus que des grosses graines, févrole, veste et tout. C'est stupide. Hein. Complètement stupide. Parce qu'avec la luzerne et le trèfle sous couvert, on était sous couvert légumineuse. Et donc, si je viens ressemer de la févrole, à 20% de la dose, parce que c'est la loi, au mois de février-mars, c'est même une févrole d'hiver, donc qui pousse. Mais ça, c'est grâce au semoir. On ne saurait pas le faire si on n'a pas le semoir, grâce au GPS. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici ma ligne de semis. Entre... Là, il faut vraiment choisir la... Il faut qu'il fasse bon. Enfin, là, c'était limite. D'ailleurs, le sillon, il ne s'est pas refermé de trop. Mais bon, une févrole, vous la mettez à 3 cm, elle va pousser. C'est pas évident. J'ai pas su le faire sur toute la surface que je voulais faire. Donc voilà, c'était le 20 mars, ouais.
On voit qu'il y a des débris végétaux déjà entre eux. Et donc je sème ma févrole le 20 mars. Et ça, ce sont des photos le 23 avril. Vous voyez qu'elle se lève, mais le blé, il a monté, quoi. Et donc elle reste toujours en sous-étage. Elle n'a jamais trop de lumière, elle a du mal de se développer, mais elle est là. Hein. Elle fait quand même des nodosités, donc c'est un peu bénéfique pour peut-être pas pour le blé cette année, pour le sol en général. Pour la diversité, parce que si vous voulez une diversité de vie du sol, il faut une diversité de plantes, de racines. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, le grand avantage, c'est qu'elle ne va jamais venir à maturité. Donc à la moisson, elle ne va pas vous embêter. Et de toute manière, si vous lisez les textes de la PAC, ben, c'est la culture en place le 31 mai qui fait foi. Donc quand ils viennent contrôler, c'est entre mai et juin. Et il y a de la légumineuse avec du blé. Le stade n'a pas d'importance, donc c'est bon. J'en ai même parlé avec eux, il n'y a aucun souci. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est dans une parcelle où j'ai un couvert de trèfle présent. Mais ça ne m'a pas empêché de venir mettre un févrole en plus. Vous voyez, le trèfle il est là. Et là, vous avez un plant de févrole. Et vous voyez ici, un blé donc dans le colza, en plus des plantes annuelles, donc févrole ou tournesol que je mets en associé, je mets luzerne trèfle. Pourquoi luzerne trèfle? Parce que la luzerne va aller bien en terrain sec, le trèfle va aller en terrain humide. Et en fonction de l'année climatique, on ne sait pas. Donc l'idéal, c'est d'associer les deux. Et en fonction de l'année, il y en a un qui va disparaître, et en fonction même des zones dans la parcelle. Et après, quand vous récoltez le colza, ben le trèfle et la luzerne, ils ont la lumière, ils poussent. Vous venez semer le blé en direct dedans. Et là, après la récolte de blé, ben, j'ai un couvert, mais qui n'est pas homogène, pas super installé. Et alors, j'ai semé en plus de la févrole pour compenser. Ouais, et là, ça avait poussé très bien, c'est l'année dernière. Vous voyez le couvert de févrole associé dedans. Et là, je sème mon blé dans la févrole comme ça. C'est mieux même que de la coucher avant. Si on arrive à une date où il n'y a pas de lignification, justement, c'est mieux de semer dans le couvert qui est droit, parce que vous n'avez pas beaucoup de débris au sol, donc votre semoir va travailler mieux. Va travailler. Et par contre, je suis passé avec le rouleau après le semis. Donc après le semis de blé, rouler pour tout coucher. Pour favoriser la décomposition, parce que bon, les vers de terre n'ont pas d'échelle, donc s'il y a une plante qui reste droite, ça ne va pas aller. Et il faut savoir qu'après 60-70 jours d'une culture de légumineuse, vous avez complètement anéanti l'effet rotation. Vous êtes sur un blé sur blé, mais qui a eu 60 jours de légumineuse entre deux, vous êtes sur un blé assolé. Vous faites une culture d'haricots, c'est 70 jours. Vous faites une févrole de 60 jours, il n'y a aucun problème. Et un petit exemple, ici, c'est une parcelle où j'ai fait ça, mais je n'ai pas eu le temps d'aller rouler le lendemain, parce qu'il n'y a plus, donc je n'ai pas roulé. Vous voyez qu'il y a sur des tiges, j'avais mis un peu de moutarde d'Abyssinie, qui reste sèche. C'est pas très grave, mis à part que ça se décomposera l'année d'après. Par contre, c'est très préjudiciable pour les rapaces. Ce qui fait que là, j'avais des dégâts de mulot plus ronds. Ça vient très vite en semi-direct. La deuxième année, vous avez des mulots. Donc il faut des rapaces. Perchoir, nichoir, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça marchait comme ça, mais les petits nichoirs à faucon cresserelle au milieu des grandes plaines. Après, parfois ça traîne, hein. Parfois sur 6 mois ils sont habités, et moi j'en ai 2-3 ici où ça fait 3 ans que j'ai des couples de faucons cresserelles, ils sont fidèles à leur nichoir, et des bus variables et tout, parce que nous on n'a pas de forêt autour, et ça c'est important, et de coucher les couverts, de ne pas avoir des trop longues étoiles comme on dit, donc chaumes, parce que le rapace quand il doit atterrir sur les chaumes il n'aime pas. Par contre, je suis pour la variation de la hauteur de chaume. Dans un même champ, c'est pas beau, mais couper ras, c'est très bien pour les rapaces. Ce n'est pas bien pour les alouettes, par exemple. L'alouette des champs, elle aime bien voyager dans les chaumes, et il faut savoir qu'elle consomme beaucoup de mauvaises herbes, de graines de mauvaises herbes. Et donc, si on arrive à éventuellement varier la hauteur de chaume dans un champ, bah, on fait plaisir un peu à tout le monde, quoi. C'est vraiment, on est vraiment dans un métier de compromis où on ne peut pas faire tout l'un, tout l'autre.
C'est pas évident. Bon, ça, c'est le maïs grain, hein, qui restitue beaucoup aussi, que ce mois. Hop, voilà. Et alors, cette année, ça, j'ai quand même envie de les montrer. Pour la première fois, j'arrive en 3e année à avoir un couvert permanent qui commence à mériter ce nom. Donc, j'ai fait un colza avec la févrole à luzerne, un blé. Puis, j'ai fait un 2e blé. Et là, après la récolte du 2e blé, ben, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, on voit les lignes de chaume. Et là, tout le reste, c'est du trèfle et de la luzerne. Malheureusement, je n'arrive pas à avoir suffisamment de bergers dans le coin pour venir mettre des moutons. J'ai parfois fait, ils viennent mettre des moutons pour pâturer. Et donc ici, j'ai le couvert qui pousserait bien. La seule solution que j'ai eue, c'est de broyer. Il faut savoir que quand vous pâturez avec des moutons ou que vous broyez, vous favorisez la pousse. Et donc j'ai dû passer un coup de broyeur. Bon, ça consomme un peu de gasoil, du temps, mais ça a été fait. Et alors là, c'est magique parce que vous broyez et 2 semaines après, ça repousse. Et là, ben, comme ça marche bien, je vais faire un 3e blé. Ouais, un 3e blé de suite. Ah oui, avec une légumineuse pareille, l'effet rotation, il n'y a pas de problème. Ce sont des parcelles où j'ai pas de problème de résistance de graminées. Et je vais faire un 3e blé. Ouais. Ben même, de toute façon, là-dessus, je vais faire 1 litre de glypho. Je vais supprimer les graminées et ça ne va pas faire tort au couvert. Voilà. Après, là, c'est sûr que si on avait eu, pour le bilan carbone, pour l'écologie, pour le travail aussi, si on avait eu 100 moutons qui étaient venus, j'en avais il y a quelques années, d'un voisin, mais le voisin, maintenant, il commence à faire ses pratiques-là sur sa ferme, donc il n'a plus besoin de venir chez moi. C'était le top. Il venait mettre ses moutons, il faisait sa clôture provisoire avec son quad. Moi, je ne devais pas broyer. Lui, il avait de la nourriture, et eux, ils me restituaient. Donc ça, c'était... En même temps, les pieds de mouton pour les bulots et tout, c'est pas mal non plus. Le broyeur, c'est pas mal non plus, mais c'est quand même ça. J'ai consommé plus de mazout à broyer qu'à semer. Ouais, même si quand vous roulez déjà un couvert comme ça qui fait sec, avec des gros pneus, ça va. Ça devrait aller.